Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette table ronde sur comment vaincre l'autosolisme. Je remercie mes invités d'être parmi nous pour parler de ce sujet. En quelques mots, je vais essayer de resituer un petit peu les termes du débat. Ce débat, c'est d'abord l'idée que le monde de l'automobile et surtout des transports est en train de vivre une très grande révolution, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Ça vient d'une prise de conscience que nos villes sont saturées par un certain nombre de problèmes et surtout congestionnées par les voitures. Le premier phénomène qui a été identifié, ça a été celui de l'autosolisme, qui est donc le fait que les routes sont congestionnées par des voitures occupées par une seule personne. Si on prend quelques chiffres pour bien comprendre les termes du débat, aujourd'hui en moyenne dans la ville de Paris, il y a 1,2 personnes dans une voiture. Et si on arrive à monter ce ratio à 1,7 personnes, on aura résolu tous les problèmes de congestion dans la ville de Paris. Un autre et un dernier chiffre, si ce ratio arrive à 2,5 personnes, comme prétendent pouvoir y arriver les grandes sociétés, ou en tout cas les start-up de covoiturage, on peut arriver au ratio de 2,5 personnes. Alors, je vais présenter quand même nos invités. Monsieur Najowski, qui est adjoint au maire de Paris et en charge des transports. Monsieur Bonin, chercheur et directeur adjoint du laboratoire Ville, Mobilité, Transport à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Madame Frédérique Ville, directrice générale d'Idevroom, filiale de la SNCF et spécialisée dans le covoiturage, courte et longue distance, je le précise parce que c'est très important. Monsieur Jean-François Codina, directeur des nouvelles mobilités chez Arval France, et Monsieur Pierre-Olivier Desmurs, directeur exécutif des mobilités et des transports au cabinet de conseil Accenture. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Najowski. Aujourd'hui, quels sont pour la ville de Paris les enjeux de traiter le sujet de l'autosolisme, surtout dans une ville qui est à la pointe dans le traitement de ce débat? Bien, bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est très intéressant de pouvoir ici à Paris discuter de cette question des mobilités du futur. Et vous l'avez dit, Paris, comme toutes les grandes métropoles, est confrontée aux questions qui sont celles qui sont notre lot commun, à savoir que nous avons des villes qui aujourd'hui sont des villes congestionnées, des villes qui sont polluées. Et c'est le lot de toutes les grandes métropoles de par le monde. Alors tout ceci, bien évidemment, est bien connu et cela vient notamment du fait que par le passé, il y a des politiques en termes de transport ou de mobilité, mais aussi en termes d'aménagement urbain, qui ont privilégié ce que vous avez appelé à juste titre, notamment dans un récent article du journal La Tribune, l'autosolisme. L'autosolisme, qu'est-ce que c'est? L'autosolisme, c'est le fait d'avoir considéré pendant très longtemps que la voiture individuelle était le modèle dominant, si ce n'est exclusif, en matière de déplacement au quotidien, et que ce véhicule était utilisé par une seule personne. Et on le voit dans toutes les grandes métropoles, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, par exemple, ou dans les mégalopoles, désormais aussi des pays émergents, eh bien, cela produit à la fois de la congestion et une pollution atmosphérique, donc tout le monde connaît les effets délétères. Et donc, la question à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, en tant que décideurs publics ou acteurs, en tout cas, de la mobilité, la question est la suivante, c'est est-ce que, bien évidemment, on doit essayer d'inventer un nouveau modèle, bien évidemment, mais est-ce qu'on doit continuer à privilégier ce qui a été fait par le passé, à savoir continuer à transporter des véhicules, ou bien considérer que les politiques de mobilité visent d'abord et avant tout à transporter des personnes. Et donc vous devinerez bien évidemment que notre philosophie va plutôt dans le fait de dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus celle de toujours plus d'infrastructures pour toujours plus de véhicules, parce qu'on sait que c'est ce système-là qui a précisément produit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais qu'on doit donc changer de paradigme, faire en sorte qu'on privilégie la question de la mobilité des personnes et non plus des véhicules. Et j'ai envie de dire, plus généralement, plus globalement, finalement, changer de paradigme, mais passer d'un modèle du hard au soft, c'est-à-dire
le XXe siècle, ça a été le siècle des infrastructures, des grandes infrastructures routières. Aujourd'hui, donc, cela a produit de la saturation. Saturation en termes de véhicules, mais pas saturation en termes de personnes. Et vous l'avez rappelé à juste titre, quand vous avez en moyenne 1,1 personne par véhicule, ce qui est à peu près la moyenne de l'Île-de-France, eh bien ça produit de la saturation. Par contre, si on avait ne serait-ce que 1,7 personnes par véhicule, donc si on rajoutait avec le covoiturage et des systèmes d'autopartage eh bien, un meilleur taux d'occupation des véhicules, on pourrait grandement contribuer à réduire la congestion, pas simplement à l'échelle de Paris, mais à l'échelle de toute l'Île-de-France. Et donc cette problématique, elle est commune à Paris et à l'Île-de-France, mais aussi elle est commune à toutes les grandes métropoles. Donc voilà, je pense qu'il faut que nous changions effectivement de paradigme, penser la mobilité non plus comme un bien, comme ça a pu être le cas par le passé, avec donc des infrastructures, mais davantage, c'est l'une des grandes discussions du moment, davantage comme un service. On voit d'ailleurs aussi que chez les jeunes générations, la question de la propriété des véhicules se pose beaucoup moins que chez les générations passées. On est consommateur de mobilité, y compris d'une mobilité automobile, mais pas en tant que propriétaire, mais en tant que consommateur, en tant que client, en tant qu'usager. Donc on voit bien que ce changement de paradigme, il est aussi en cours. Donc qui saura vaincre l'autosolisme? J'ai envie de répondre, c'est nous tous, mais ce mouvement, je dirais, il est déjà en cours de route. Monsieur Bonin, vous êtes chercheur. Monsieur Najowski parle d'un changement de paradigme. Comment est-ce que vous voyez les choses? À quel moment ça a basculé? Parce que finalement, autosolisme, c'est un terme qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois. Comment est-ce que vous situez les choses? De manière générale, on va dire dans l'évolution de la mobilité, la dernière grande révolution, ça a été le smartphone. Alors c'est assez étonnant à dire parce que on peut se dire il y a eu peut-être d'autres choses un peu plus marquantes, mais ce qui a permis de changer véritablement l'organisation, de faire apparaître des nouveaux services. Alors, des nouveaux services qui peuvent être faciliter des choses qui existaient, comme louer une voiture, louer un vélo, mais également rendre possible des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer, notamment une grande partie des services de VTC qui se font à la volée de manière extrêmement fluide. Bon, ça a été rendu par le smartphone et en plus de manière déroutante, pas totalement par le monde du transport, mais aussi par des grands acteurs comme Google avec son service de Google Maps, Google Street View, etc., qui ont permis beaucoup de nouvelles opportunités. Alors, je dirais, on a eu un premier mouvement qui a été effectivement, vous parliez du hard et du soft, de passer vers le tout soft. Et on s'est dit, bah, c'est bon, maintenant il n'y a plus besoin quasiment ni même de voitures, ni d'infrastructures, ni quoi que ce soit. On va tout résoudre par une couche informationnelle. On se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça et on accompagne un certain nombre de startups qui travaillent aussi sur des dimensions un peu plus matérielles de ces nouveaux services de mobilité. Alors on peut dire par exemple, l'autopartage, il faut bien les garer quelque part les voitures, donc il y a besoin aussi d'infrastructures. Et puis peut-être que, tiens, comment est-ce qu'on échange les clés, comment est-ce qu'on déverrouille la voiture. Donc on voit qu'on va revenir à des petits problèmes pratiques. De la même façon pour le covoiturage, ça peut être des solutions assez simples comme une aire de covoiturage, on se retrouve tous au même endroit, mais on a aussi accompagné des startups qui développent des panneaux à messages variables, des systèmes un peu plus dynamiques, qui ne vont pas être uniquement dématérialisés sur smartphone, mais vont également avoir une visibilité dans l'espace public. Donc voilà un petit peu les deux grandes orientations qu'on voit. Alors après, donc pour en revenir à la question de l'autosolisme et de comment ça s'insère dedans, eh bien là, l'approche qu'on a nous en tant que chercheurs, c'est d'aller interroger les pratiques des gens. Et les pratiques, vous savez, c'est la rencontre entre un mode de vie et puis des opportunités territoriales et puis un état technique, c'est-à-dire globalement, il faut des véhicules, il faut que ces véhicules soient quelque part et puis il faut que les gens se comportent d'une certaine façon. Et on sent bien que c'est les trois leviers qui ont besoin d'être coordonnés et peut-être que les petites difficultés qu'on observe en ce moment dans cette période de transition vient du fait qu'on n'arrive pas forcément à avancer de la même façon sur ces trois dimensions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la tendance de dire, bon voilà, les gens ne veulent pas partager leur voiture, ils sont méchants, il faudrait les contraindre à partager leur voiture. Ça, on sait bien que ça ne marchera pas forcément directement. Il y a également le fait, bon bah oui, d'accord, peut-être qu'ils seraient prêts à partager, mais
Il y a des problèmes, par exemple, de coordination des modes de vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler le matin à la même heure, alors qu'on va au même endroit. Donc comment est-ce qu'on fait pour y aller ensemble? Ou on ne revient pas le soir au même moment? Ou peut-être plus bêtement que ça, j'aime pas trop le collègue qui va travailler au même endroit que moi et qui habite au même endroit que moi, donc j'ai pas envie de l'avoir tous les jours dans ma voiture. Et je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs qui nécessitent d'être travaillés de manière vraiment systémique pour réussir à décoincer les choses. Alors il y a beaucoup de pistes encourageantes, mais on est vraiment dans une dynamique où il faut continuer à approfondir ces questions. D'accord. Je voulais donner la parole à M. Pierre-Olivier Desmurs, donc directeur exécutif des mobilités et des transports au cabinet de conseil Accenture. Sur ce sujet, il y a quand même le sujet de la modélisation économique, du business model. Pour le moment, on connaît peu de Mobitech qui sont rentables, ou en tout cas qui ont trouvé la martingale qui permet de résoudre ces problématiques. Comment est-ce que vous pouvez résumer, ou en tout cas analyser la problématique d'un point de vue business model ? Je ne sais pas si je vais résumer ou résoudre la problématique du business model là maintenant. La question qui est sur l'autosolisme, finalement, c'est d'arriver à avoir une meilleure efficacité de l'utilisation de la voiture, tout simplement. Et donc on a déjà commencé à évoquer un certain nombre de pistes. Si je suis un peu caricatural, résoudre l'autosolisme, c'est supprimer les conducteurs, supprimer les voitures. Bon, c'est un peu extrême, donc on va essayer de trouver d'autres solutions. Le premier sujet, c'est pouvoir inciter des personnes à voyager pas seules, mais à plusieurs. Voilà. Ça, c'est un des premiers leviers. Il y a un deuxième levier qui est de dire il y a quand même des voitures qui servent peu. C'est toute la question du stationnement des véhicules, où finalement, même si on continue à voyager seul, si on pouvait en fait partager plus les véhicules qui vont nous faire voyager individuellement, c'est aussi un autre gain qu'on peut avoir. Et ça, on a une deuxième potentiel qui arrive, qui est assez massif sur ces sujets-là, grâce à des voitures qui sont partagées, avec des schémas de car sharing que l'on a aujourd'hui, et probablement avec la question en fait, de voitures autonomes et connectées, qui vont permettre en fait de gérer des modules dans la ville ou dans les environnements urbains principalement, qui vont permettre en fait d'avoir besoin de moins de véhicules, toujours pour voyager seul, si je suis là aussi, je tire un peu le trait. Donc toujours avec son petit bonheur égoïste, hein, même si on peut aussi imaginer être à plusieurs. Et puis après, il y a quand même un sujet, parce que la voiture, c'est qu'une partie des déplacements. Donc il y a une question aussi d'améliorer les transports publics et collectifs, comme d'habitude, qui est un travail de fond, de longue haleine, d'infrastructure, de connexion des gens, de connexion des systèmes et des opérations, à la fois dans le monde réel avec voilà, les infrastructures, les gares, les stations, et puis aussi avec des échanges d'informations. Et on est en train de travailler sur tout ça. Et pour revenir sur la question aujourd'hui où on voit la question du covoiturage ou du car sharing, il est effectivement compliqué d'avoir des modèles économiques qui sont rentables. Donc il y a beaucoup de tentatives. Certains opérateurs ont survécu plus longtemps que d'autres. Communauto est un acteur ancien qui est plutôt performant sur ces sujets-là, historiquement. D'autres ne le sont pas, ont besoin de subventions publiques, un peu beaucoup passionnément. On peut améliorer ces modèles et probablement un des axes d'amélioration de ces modèles et des revenus va être en fait de diminuer le capital qui est investi et donc d'avoir de meilleures données grâce aux données qu'on est capable de remonter et de modéliser pour pouvoir proposer en fait des solutions et proposer une mise à disposition un peu intuitive et spontanée de véhicules en fonction de ses besoins de déplacement. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Du tout. C'est-à-dire que si vous sortez, ou même l'année prochaine, ou dans 2 ans, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'expérimenter. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de construire, d'élaborer, mais qui sont probablement quand même plutôt vers 5 à 10 ans que pour 2019-2020. Madame Frédérique Ville, vous êtes directrice générale de Idevroom, filiale de SNCF spécialisée dans le covoiturage courte et longue distance. Est-ce que selon vous, le covoiturage donc courte distance notamment est le principal levier pour résoudre la question de l'autosolisme et peut-être plus en zone périurbaine? Oui, alors c'est un levier indéniablement important et on n'est pas les seuls à y croire. En fait, il y a 3 conditions, à mon sens, qui vont faire marcher ça. La première, c'est l'interconnexion au transport en commun. Alors, à l'ère du Mobility as a Service, l'interconnexion au transport en commun, c'est l'information. Donc faire savoir les trajets qui sont disponibles au même endroit que le transport en commun pour que les gens aient le choix. C'est aussi l'intégrer dans l'usage. Par exemple, chez Idevroom,
Sur nos lignes de covoiturage, nous offrons le retour en TER là où c'est pertinent, là où c'est possible. Et ça peut permettre de faire redécouvrir le TER à des personnes qui soit l'ont délaissé au profit de la voiture, soit n'y avaient pas pensé. Et puis c'est aussi l'intégrer, par exemple, avec votre passe transport en commun, vous pouvez aussi prendre un covoiturage. Donc ça, c'est vraiment le premier levier, intégrer au transport en commun pour que ça devienne quelque chose de spontané. Le deuxième, c'est travailler avec les collectivités locales. Alors on voit beaucoup en région des aires de covoiturage se développer partout, mais il faut aller beaucoup plus loin. Au centre-ville, on a des arrêts de bus, on pourrait avoir des points covoiturage. Pourquoi? Parce que si on veut faire du covoiturage quelque chose de massif, il ne s'agit pas que 10 personnes à 8 h du matin attendent en double file à la place de l'Étoile, leur passager qui lui attend le dernier moment de sortir du café parce qu'il pleut et il ne veut pas se mouiller avant de retrouver son conducteur. Ça va créer des bouchons pas possibles et la route est déjà saturée. Donc il faut les faire se rencontrer de façon extrêmement fluide, à la fois en centre-ville et je dirais à tous les modalités de densité urbaine en fait. Et puis la troisième condition, c'est motiver et associer, donc vous l'avez dit, travailler en écosystème, faire participer les entreprises et les utilisateurs eux-mêmes. On travaille beaucoup avec des entreprises qui promeuvent le covoiturage auprès de leurs salariés. Et un autre exemple très concret de ça, nous avons récemment noué un partenariat avec une start-up d'assurance collaborative qui récompense les bons conducteurs parce qu'on sait que les conducteurs qui covoiturent en général font plus attention et ont une accidentologie inférieure. Et donc on est capable ainsi de leur proposer des conditions d'assurance plus intéressantes que s'ils étaient perdus au milieu de la masse de tous les conducteurs. Voilà, donc interconnexion au transport en commun, travailler avec les collectivités, les infrastructures, effectivement, c'est pas forcément plus, c'est mieux, c'est les infrastructures qui vont aider, vraiment convaincre au covoiturage et puis motiver. Nous allons revenir sur le rôle des pouvoirs publics. Monsieur Codina, justement, vous êtes donc en charge des nouvelles mobilités chez Arval, donc un gestionnaire de flotte d'entreprise. Est-ce que finalement, la solution ne va pas venir de l'entreprise? Vous proposez donc des solutions de mobilité pour les entreprises, notamment pour les grandes flottes. Je rappelle qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, les entreprises de plus de 100 salariés devront proposer des plans de mobilité à leurs salariés. Est-ce que vous, une société comme Arval, n'est pas aux avant-postes justement de ces solutions? Merci Nabil, bonjour à tous. Oui, nous sommes en avant-poste et finalement ce sujet de l'autosolisme ou de finalement l'optimisation de la mobilité au sens large des salariés, puisqu'il nous concerne concrètement chez Arval, c'est un ensemble de mesures concrètes. On a parlé à travers ce que peuvent faire les pouvoirs publics, ce que proposent les collectivités, les mairies, les métropoles, mais ce que aussi proposent des entreprises sur la partie covoiturage, des entreprises sur l'autopartage et finalement une société comme Arval dont l'objectif est de favoriser la mobilité des entreprises et de leurs salariés. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le constat est que 50% des immatriculations en France sont liées à des véhicules d'entreprise, parce qu'il faut livrer, parce qu'il faut faire des courses, parce qu'il faut débloquer quelqu'un dans un ascenseur. Voilà, on a beaucoup de cas concrets qui fait que l'utilisation de la voiture est importante. Nous, ce que l'on cherche, c'est finalement avec nos clients de se poser la question de la transformation du mode de mobilité des salariés. Pour prendre quelques cas concrets, de plus en plus, il n'y a plus une personne, une voiture. Les entreprises se rendent compte que mutualiser l'utilisation d'un véhicule est très pertinent. Donc l'autopartage, dont on citait tout à l'heure, n'est plus qu'un phénomène pour les particuliers. Je pense que la ville où on est accueilli aujourd'hui est un référent en termes de transformation sur le marché de l'autopartage, puisqu'ils ont été pionniers. C'est transféré finalement du particulier, ça rentre dans les entreprises, parce que finalement cette rupture sociétale fait que les jeunes générations qui sont dans les entreprises aujourd'hui sont habitués à consommer leur mobilité. Ne plus être propriétaire, mais plutôt consommer une mobilité à un instant T d'un point A à un point B. Il est très confortable de venir en transport en commun au travail, sachant qu'il y a une autopartage électrique qui vous attend pour aller faire 30 minutes de voiture.
c'est commode, c'est RSE, dans une bonne démarche RSE, et ça permet en plus de se garer plus facilement dans les villes. Le covoiturage, ma collègue citait l'exemple Ideverum. Nous aussi, nous avons déployé le covoiturage afin d'optimiser les déplacements, cette fois-ci sur la partie domicile-travail, et on se rend compte, après 2 mois d'expérience en interne chez Airval auprès de chez certains clients, que certains collaborateurs laissent leur voiture. Parce qu'ils commencent l'alternance, parce qu'ils se rendent compte que dans la société en face de chez eux, ou même au sein de leur même société, eh ben, il y a un collègue qui peut venir un jour l'accompagner et le lendemain ce sera lui. On voit se développer donc de nouvelles solutions et notre objectif chez Airval, c'est tout simplement d'accompagner nos clients vers cette transformation. Dernier exemple, le vélo partage. Depuis plus de 2 mois chez Airval, nos salariés qui habitent à proximité, on parle de 4, 5, 6 km et qui venaient en voiture parce que c'était mal desservi par les transports. Aujourd'hui, ils utilisent un vélo à assistance électrique pour le faire. Donc ce qu'on cherche finalement, c'est de se dire, oui, la voiture est importante parce qu'elle répond à des besoins concrets de nos clients et aux besoins des salariés pour leur exploitation, mais finalement ce n'est pas le seul moyen, ce n'est plus le seul moyen, et là je vous rejoins sur le fait qu'il faut absolument des alternatives. Les pouvoirs publics en proposent. Sur le covoiturage, ils nous ont donné une aide très importante il y a quelques mois pour favoriser le covoiturage. L'autopartage se développe, le vélo partage se développe, c'est donc plutôt une très très bonne nouvelle pour combattre l'autosolisme. Monsieur Bonin, on était en train justement de discuter effectivement du rôle des pouvoirs publics. Aujourd'hui, le principal frein, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, au développement de mobilité alternative, ce sont les comportements. Quel doit être le rôle des pouvoirs publics de ce point de vue-là? Est-ce qu'il doit avoir un rôle plutôt d'encouragement par le biais de subventions ou alors plutôt une approche réglementaire, peut-être, voire même coercitive? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, je ne sais pas si on peut vraiment s'attaquer au comportement et si ça a vraiment un sens, parce que, bon, d'abord, on sait que le monde étant tel qu'il est, il y a toujours des moyens de contourner, voire de faire empirer les choses. Non, en revanche, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a un travail à la fois de repérage des signaux faibles, c'est-à-dire des changements de mode de vie qui ne sont pas encore forcément hyper visibles, mais qui sont bien réels et dont il faut avoir conscience et utiliser. Alors, un exemple sur lequel on travaille dans mon laboratoire, c'est la démotorisation. On se rend compte que, à la fois, les jeunes ont de plus en plus tard le permis de conduire, donc statistiquement, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de conducteurs, que ça recule, etc. On ne sait pas si c'est des gens qui vont y renoncer définitivement ou temporairement, puisque c'est un signal faible, ça vient d'arriver. C'est la génération dans ce moment. Donc, mais en tout cas, c'est très intéressant à suivre. Et puis ensuite, on a des gens qui renoncent progressivement à l'usage et à la possession de la 3e, voire la 2e, voire la 1re voiture, voire la seule voiture. Alors c'est pareil, ça nécessite d'investiguer parce qu'on n'a plus de voiture, mais on peut rouler peut-être 10 fois plus en véhicule individuel avec les systèmes d'autopartage, etc. Comme on peut aussi avoir changé de comportement et avoir basculé sur, je ne sais pas, du vélo, des transports en commun, de la marche à pied, etc. Donc ça, c'est plutôt ça qui me paraît être important, c'est d'être capable de détecter avec acuité ces mouvements et d'être capable ensuite de les exploiter intelligemment. Hein, de la même façon que s'il n'y avait pas eu Google, s'il n'y avait pas eu Apple pour l'iPhone, etc., eh bien toutes les solutions aujourd'hui n'existeraient pas. C'est pas pour ça qu'il faut dire tant pis, c'est eux qui l'ont fait, donc je m'en saisis pas. C'est évidemment pas ce qui a été fait. Mais je crois qu'il faut aussi accepter d'être un petit peu tributaire d'évolutions globales, parce que, de fait, et d'expérience, on a accompagné beaucoup d'expérimentations très volontaires en vue de favoriser des changements de comportement ou d'instaurer des nouvelles pratiques. À chaque fois, les bilans étaient quand même assez mitigés. Peut-être en un mot, si j'ai encore une seconde, ce qu'on a remarqué, c'est que les modes de vie en matière de mobilité ont tendance à être relativement rigides à court terme, c'est-à-dire qu'on reproduit ce qu'on faisait, par contre flexibles à long terme, et notamment lors des changements, soit de structure familiale, soit des déménagements, soit des changements d'emploi. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. Monsieur Najowski, le rôle des pouvoirs publics, si on prend l'exemple de l'Île-de-France qui subventionne le covoiturage, comment est-ce que la ville de Paris veut se positionner sur le sujet? Est-ce que vous êtes plus dans une approche d'encouragement ou de coercition?
J'ai envie Ça rentre dans la polémique. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. On sait toujours que dans toute politique publique, il y a une part d'incitation et puis une part de coercition. Et donc la question, c'est de savoir quel est le bon dosage entre les deux. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce que recherchent les usagers dans leur comportement de mobilité, c'est ce qui est rapide, pratique et confortable. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'enquêtes qu'on a pu mener au niveau de la mairie de Paris. Ça explique par exemple l'engouement pour les 2 roues motorisées à Paris parce que ça permet cette rapidité. C'est jugé comme étant relativement pratique, confortable. Le stationnement n'est pas payant. Ça se fait au détriment, enfin avec quelques entorses au code de la route. Bon, mais ça explique aussi pourquoi les usagers qui ont choisi ce mode de déplacement l'utilisent au quotidien. Et donc, ce qui ressort aussi des enquêtes qu'on peut faire, par exemple le CEREMA, qui est un bureau d'études qui dépend du ministère des Transports, a montré qu'en France, en agglomération, 40% des déplacements motorisés font moins de 3 km. À Paris, on a fait aussi une enquête sur les pratiques de mobilité motorisée dans le centre de Paris auprès des usagers d'automobiles, de 2 roues motorisées ou des conducteurs de camions. Et on a pu constater que la moitié des déplacements qui étaient effectués par ce mode-là, y compris dans le centre-ville, faisaient moins de 10 km. C'est-à-dire que même à l'échelle parisienne, qui est pourtant une échelle plus large, on a encore la moitié des déplacements motorisés qui font moins de 10 km. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi de travailler sur la question du report modal. Ce report modal, il doit se faire bien évidemment avec des incitations. Et les incitations, elles viennent notamment dans le triptyque, je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui la multimodalité, c'est-à-dire que c'est l'ère de la multimodalité ou de la mobilité combinée qui doit succéder à l'ère de l'autosolisme, c'est-à-dire le fait de développer encore et toujours le transport collectif, parce qu'on a toujours la question du mass transit qui reste posée. On a les mobilités actives, dont on voit notamment avec le vélo et le vélo assistance électrique qu'il a un potentiel énorme qui est aujourd'hui très largement inexploité pour du report modal, pour des déplacements du quotidien. Et puis ce sont de nouvelles pratiques de l'automobile avec le covoiturage et l'autopartage qui peuvent aussi être déployés dans ce cocktail de mobilité qui représente donc la mobilité d'aujourd'hui, multimodale, combinée, avec l'enjeu qui sera de pouvoir passer de l'un à l'autre en intermodalité de manière souple, avec très certainement donc des supports que seront les smartphones qui permettront d'ici quelques temps de pouvoir avoir sur un même abonnement donc tous ces services de mobilité. Donc notre rôle à nous, c'est bien évidemment d'encourager vers ce triptyque-là, mais c'est aussi d'aménager les infrastructures pour aller vers ces possibilités. C'est la raison pour laquelle donc, on réduit et on va continuer à réduire la place de l'automobile pour les pratiques d'autosolisme, mais qu'on va continuer à développer la place pour les autres modes de déplacement qui sont ceux du triptyque que j'ai évoqué. Monsieur Desmurs, vous voulez réagir sur cette approche de la puissance publique ? Je rejoins ce qui est dit, hein, juste sur la question de l'évolution des comportements. Là, il y a une étude qui avait été faite par l'ADEME et citée là, sur les données 2016. En fait, l'autopartage, ça provoque quasiment pas d'évolution des comportements pour 80% de la population. Par contre, il y a 10% qui vont quasiment abandonner leur voiture. Je crois que c'est 9%, en faveur des transports publics et des modes doux. Et donc, il y a effectivement des évolutions, puis il y a des effets de palier. Le deuxième sujet sur le rôle des collectivités territoriales, moi je dis toujours la mobilité, c'est d'abord la mobilité et l'immobilité, et ça se rapporte toujours au territoire et à ce qu'est le territoire. Et le territoire, en fait, c'est la collectivité qui l'organise. Et je me souviens, par exemple, de façon très concrète, quand Zipcar est arrivé, ils arrivaient avec leur modèle des États-Unis, ils voulaient le déployer. Et finalement, ils se sont aperçus très vite que la question qu'ils avaient, c'était où je peux me stationner, comment je peux discuter pour avoir un espace pour offrir réellement le service. Et donc, on arrive sur des choses qui sont très tangibles et très concrètes. Et donc, on doit être à la fois dans le smartphone et les données, les échanges et la collaboration, et en même temps de prendre en compte les contraintes qu'on a vraiment sur le territoire, avec de temps en temps des rues étroites, de temps en temps pas de stationnement. Demain, on va avoir des problèmes sur les recharges si on a des véhicules qui sont principalement électriques. Il faudra qu'on trouve de nouvelles solutions et distribution. Et tout ça, en fait, ça doit être fédéré pour que nous tous, là, dans cette salle, puis tous ceux qui sont autour en Ile-de-France, et puis et en fait tous les êtres humains, probablement, dans les villes, on puisse accéder facilement. Et donc il y a une question de la fluidité. Et la question de la fluidité, elle est d'avoir
vraiment au pied de chez soi, au moment où on a un besoin, un véhicule qui correspond à ce qu'on attend. Et donc il y a un besoin d'avoir une certaine mobilité de ce parc-là, d'une part. Et deuxièmement, il y a un moyen d'accéder et de payer en fait le service de façon simple, et ce qu'évoquait Madame, avec l'intégration simple en fait de plein d'opérateurs, de plein de solutions qui sont en train de bouger, avec en fait un moyen simple de le consommer où on prend un véhicule, on se déplace, on sort, on a payé, on a fait entre guillemets un check-in, un check-out et puis un paiement a posteriori. Et c'est là où intervient la question des systèmes d'information, la question de la distribution et du ticketing, pour arriver à fédérer tout ça et faire en sorte que pour nous tous, en fait, dans notre quotidien, ce soit transparent. Si ce n'est pas transparent, si ce n'est pas propre et confortable, en fait, on n'aura pas envie d'utiliser et on n'ira pas dans ce sens-là. Donc on est à la fois sur des grands investissements, des grandes transformations, et puis dans une exécution de choses très très simples et qu'on doit faire parfaitement tous les jours, et c'est pas simple à réaliser en fait ça, non plus. Madame Ville, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais réagir en apportant une illustration très concrète de ce que vous disiez juste précédemment sur la complémentarité. Et en fait, au fond, donc, toutes ces voitures qu'on voit dans la rue, elles sont dans des cas très différents. Et pour vaincre l'autosolisme, il faut segmenter les usages. Alors, le trajet de 3 km, on le remplacera presque jamais par du covoiturage, parce que le covoiturage au sens légal où il existe aujourd'hui, c'est accepter de se coordonner avec quelqu'un pour l'attendre, le déposer à un autre endroit. Donc il y a une forme de contrainte comportementale qui est assez forte, et il vaut mieux promouvoir la marche à pied, le vélo, la trottinette ou ces autres modes. À l'inverse, c'est un trajet de 40 km qui pourrait peut-être être décomposé en 20 km de voiture plus 20 km de train ou de RER ou 5 km de métro. Celui-là, on va aller l'adresser peut-être avec du covoiturage. Et pour donner un chiffre concret de cette illustration, chez Idevroom, on a 7 trajets sur 10 en Ile-de-France qui concernent la seconde couronne. Donc vous voyez qu'on est sur des zones qui ne sont pas couvertes par des transports en commun extrêmement denses comme on peut avoir en Ile-de-France. Et on a 20% des trajets qui sont en correspondance avec un transport en commun. Donc c'est là où, en segmentant l'usage, on va juste trouver la complémentarité et développer les alternatives à l'autosolisme. Monsieur Codina, il a fallu attendre que la réglementation soit contraignante pour que les entreprises réagissent à trouver des solutions de nouvelle mobilité? Disons que la réglementation a incité des entreprises à se reposer les questions de la mobilité chez eux. Grand nombre d'entreprises ont déjà franchi le cap. Ils ont déjà mis de l'autopartage, ils avaient déjà mis en place des solutions de covoiturage qui étaient des fois des simples solutions internes sur leur site intranet pour mettre en relation des personnes. Donc ils avaient anticipé aussi la partie électrique pour une mobilité plus responsable. La loi finalement ne fait que reposer le sujet pour tout le monde et de se poser la question, est-ce que je sais bien le temps de transport de mes salariés? Est-ce que j'ai bien envisagé la possibilité de développer du télétravail? Est-ce que j'ai bien mis à disposition de mes salariés les moyens nécessaires pour qu'ils puissent se déplacer en entreprise? Et on voit depuis quelques mois, donc je pense qu'il y a un lien avec la proximité de la sortie de la loi, de plus en plus d'entreprises qui viennent nous solliciter pour nous dire voilà, j'aimerais améliorer les qualités de vie en entreprise, en même temps réduire la taille de ma flotte parce que je pense qu'elle n'est pas forcément adaptée, en même temps j'ai besoin d'innovation pour pouvoir proposer, parce qu'on sait qu'il y a un lien fort entre l'innovation que propose l'entrepreneur avec la fidélisation de son salarié en entreprise. Donc ça accentue la réflexion et c'est très positif parce qu'on voit des entreprises déjà engagées qui veulent finalement continuer à investir sur le sujet de la mobilité alternative et responsable. Et en face, nous, professionnels, c'est parfait parce qu'on a déjà des solutions, mais ça aussi nous oblige à continuer à nous remettre en question et chercher toujours plus de simplicité. Je rejoins ce que disait Christophe, la simplicité est importante, le parcours, l'expérience que l'on propose aux salariés est importante. Quand je pars de chez moi le matin, est-ce que j'ai le choix entre telle solution ou telle solution? Je pourrais très bien demain envisager de venir en covoiturage au travail, utiliser une voiture sur place, ou demain finalement avoir un budget que je peux consommer à la carte avec un mode incitatif qui va finalement reconnaître mes trajets responsables et me donner la possibilité de les utiliser par ailleurs. Donc tout ça c'est en train d'évoluer, les clients sont très 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 proactifs, c'est vraiment un plaisir de les voir se poser ces questions et on voit que les professionnels derrière se mettre en œuvre Idevroom et puis autres sur le covoiturage, sur l'autopartage c'est pareil, sur le vélo on voit notamment sur Paris beaucoup plus de verts ces derniers temps, des nouveaux vélos qui sont en place qui permettent une mobilité toujours plus responsable. Monsieur Bonin, si on sort un peu de cette vision peut-être un peu
parisienne. Est-ce que vous avez observé des pratiques différentes dans d'autres agglomérations, peut-être même à l'étranger, et avec quels résultats? Non, enfin à l'étranger non. Dans d'autres agglomérations que Paris Centre ou Paris Petite Couronne, oui effectivement. Alors là en fait, je dirais que bon, déjà il y a des particularités locales, régionales qu'on comprend bien et qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, dans l'Est, en Alsace, les gens font plus de vélo alors que la météo n'est pas forcément favorable. Ça reste quand même encore assez déroutant. Donc ça, c'est vrai que de toute façon, je dirais, il y a une partie un peu de mystère, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'installent à certains endroits, on ne sait pas trop pourquoi. Alors je vais vous donner un exemple en Ile-de-France, pas si loin que ça de Paris. On a fait une enquête un peu comparative sur la vallée de Chevreuse, sur Carnel, Pays de France, donc c'est au nord de Roissy, et puis sur la Brie-Boisée, qui est, pour vous le situer, un petit peu en dessous du parc de loisirs de Marne-la-Vallée, d'Euro Disney. Donc on était à peu près à 20-30 km de Paris. Eh bien, on a observé des pratiques de mobilité très très différentes dans ces territoires. Alors pour différentes raisons, à certains endroits, c'était vraiment le règne de l'autostop, donc c'est du covoiturage qui n'emporte pas le nom. À d'autres endroits, on va être beaucoup plus avec des idées de rabattement sur les transports en commun, parce qu'il y a une tradition peut-être d'aller à Paris et de ne pas avoir coupé le cordon, c'est-à-dire d'être encore avec une certaine dépendance. Donc effectivement, il y a des particularités locales, parce qu'il faut bien comprendre que dans la mobilité, il y a un apprentissage des pratiques de la mobilité, c'est-à-dire que même si on reste pas forcément très très longtemps dans un territoire, eh bien, on va quelque part apprendre de ce territoire la façon de se déplacer. Alors ça m'a frappé, c'est vrai qu'il y a pas mal de congestion en région parisienne, mais parmi la plupart des périurbains qu'on a pu enquêter, ils ont une connaissance extraordinaire des itinéraires, enfin meilleurs que Waze ou que toutes ces applis dynamiques. Ils peuvent vous dire tel jour, par où il faut passer, etc. Il y a une connaissance extrêmement profonde. Ce qui fait que cet apprentissage, je pense qu'il faut le prendre en compte aussi dans cette réflexion sur la mobilité. Mais je vous dis, au-delà de constater que oui, c'est différent, les raisons explicatives, honnêtement, nous échappent encore un peu. Est-ce que quelqu'un veut réagir avant de prendre une question du public, M. Lajowski? Oui, peut-être en complément de ce qui vient dit par Olivier Bonin. J'ai peut-être un début d'explication sur pourquoi on fait plus de vélo à Strasbourg. Tout simplement peut-être parce qu'on s'y est pris plus tôt et que ça fait déjà 30 ans qu'à Strasbourg, il y a des politiques volontaristes pour favoriser la pratique du vélo. Voilà, de la même manière que à Copenhague ou à Amsterdam, on a aujourd'hui des politiques qui sont très anciennes, qui ont été mises en place dès la fin des années 70, donc qui ont produit les résultats que tout le monde connaît, mais c'est aussi le fruit d'une volonté politique, et donc c'est pas simplement parce qu'il y a des gènes qui sont différents. Monsieur Desmurs, vous vouliez réagir? Ouais, alors j'abonde complètement dans ce sens-là. Enfin, je pensais à Grenoble en fait, et pas à Strasbourg, qui là aussi a commencé il y a 40 ans. Et alors je reviens sur tout à l'heure parce que Grenoble aussi c'est tout plat, donc c'est quand même plus simple que dans d'autres villes où il y a des collines. Donc il faut quand même en tenir compte de temps en temps. J'étais à Copenhague il n'y a pas très longtemps pour discuter de ces sujets-là. Et effectivement, c'est une politique qui est ancienne. Et encore aujourd'hui, c'est un combat. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, il faut l'expliquer, il faut créer et investir en fait dans des infrastructures pour favoriser le vélo. Il continue d'y avoir des politiques sur le stationnement du véhicule qui sont très 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 dissuasives. Et donc effectivement, il faut vraiment être excessivement motivé, voire riche, pour pouvoir utiliser une voiture pour aller dans Copenhague. Et donc ça, c'est des politiques de long terme qui sont installées depuis longtemps et lancées depuis longtemps. Nous, voilà, on les engage et les résultats arrivent. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de résultat instantané, il y a des progrès continus et une volonté continue qu'il faut avoir, comme le prouvent des villes d'ailleurs sans aller à l'étranger, mais effectivement comme Strasbourg ou Grenoble. Il nous reste très peu de temps, peut-être une dernière réaction, Madame Ville ou Monsieur Codina? Ouais, je pense qu'il faut raisonner effectivement multilocal, c'est-à-dire avoir un continuum, un réseau de solutions qui promeuvent le covoiturage. C'est grâce au réseau ID-Vroom qui porte quelquefois la marque ID-Vroom, quelquefois la marque de collectivité, quelquefois la marque d'entreprise, qu'on arrive à 400 000 utilisateurs actifs
qui proposent des covoiturages régulièrement et qui covoiturent chacun depuis leur environnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un employé de L'Oréal qui va covoiturer avec quelqu'un qui a vu la pub Idevroom à la télé ou quelqu'un qui a vu la gazette de sa commune en Seine-et-Marne. Et tous se retrouvent dans la même voiture parce que nous les avons mis en relation. Donc c'est vraiment le multilocal, chacun dans son propre environnement. Et puis il y a aussi un mot que je voudrais aussi souligner, qui me paraît important dans cette approche-là. Donc on raisonne à l'échelle d'une agglomération. On a bien vu d'ailleurs les maires des très grandes agglomérations mondiales se retrouvent pour adresser des problèmes comme celui de la mobilité et d'autres. Mais il ne faut pas oublier, au travers de tout ce qu'on met en place, le sujet de solidarité, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui donc vont s'installer loin du centre, mais à qui on a envie d'offrir la mobilité pour venir au centre-ville, et pour autant les transports qu'on met en place quelquefois coûtent très cher. Or le covoiturage est justement un moyen de proposer des solutions de mobilité à des coûts passagers kilomètres, pour raisonner comme en transport en commun, qui sont extrêmement compétitifs par rapport à des bus qu'on est obligé de payer et qui quelquefois circulent de façon non efficiente. Donc voilà, ce caractère de solidarité, il est vraiment important pour nous parce qu'il va permettre d'offrir de la mobilité à des personnes qui ne sont pas en centre-ville, mais à qui on offre justement le moyen d'aller au travail, d'aller au centre-ville, etc. Merci beaucoup. Monsieur Cogna, peut-être un dernier mot de conclusion? Je rejoins. Accompagner la transformation de la mobilité pour nos entreprises, pour les salariés des entreprises, leur proposer des alternatives responsables, continuer à enrichir nos offres de nouveaux moyens de se mouvoir d'un point A à un point B, savoir intégrer ces services, c'est les grands enjeux de demain. Ça veut dire aussi des changements de comportement de la part des salariés, que nous on propose sur la base incitative. Il faut que certains collaborateurs acceptent de prendre quelqu'un dans la voiture pour que ça fonctionne. Ça va prendre du temps, mais on pense qu'on peut les accompagner. L'entreprise aussi doit avoir une autre perception de son mode de mobilité et donc concevoir que la voiture n'est pas la seule réponse à un besoin de mobilité. Et puis pour nous professionnels, c'est d'être proactif, promoteur de cette transformation en cherchant de nouvelles solutions, en intégrant les acteurs existants au sein finalement d'un assistant mobilité global. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants d'avoir participé à ce débat et d'essayer de faire progresser ce grand sujet. Merci beaucoup. Merci à vous.